Bien, nous allons revenir aux intervenants qui étaient prévus avant l'intervention de Chris Bolin. Donc, je vais passer la parole à mon confrère Michel Pompignoli. Bien, si j'osais, je me permettrais la parabole suivante chez l'homme et chez l'animal. L'animal, je ne suis pas sûr que ça s'adresse à tous les animaux et je n'ai pas envie de prendre le risque de faire la description vu le nombre de vétérinaires qu'il y a dans la salle. Donc en fait, c'est valable pour l'homme et pour certains animaux. La parabole, pour comparer, d'associer deux éléments fonctionnels parmi d'autres comme deux symboles de la vie. D'un côté, le cordon ombilical qui relie le fœtus à sa mère, et de l'autre côté, l'appareil digestif qui relie l'homme à sa terre nourricière. Tous les deux puisent dans leur environnement les sources de vie et de protection. Ils sont aussi synonymes de fragilité et de dépendance. L'idée « un seul monde, une seule santé » intègre bien cette évidence de partage et d'échange. La bouche, porte d'entrée de la santé, y participe pleinement, la salive a fortiori. Le professeur Martine Bonheur-Mallet, en plus d'être mon ami, est docteur en chirurgie dentaire, professeur des universités, praticien hospitalier à Rennes. Ses activités de recherche se concentrent aujourd'hui sur les maladies parodontales et leurs composantes microbiologiques. Ces activités hospitalières concernent l'odontologie pédiatrique, enfants malades et oncologie. Elle est bien entendu membre titulaire de l'Académie nationale de chirurgie dentaire et siège au conseil d'administration. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Merci Michel pour ces propos. Nous allons rester dans le fluide puisque nous allons parler de la salive chez l'homme et chez l'animal. Et ce, vu par un chirurgien dentiste. Alors, vous le savez tous, la cavité buccale est toujours humide et c'est finalement essentiel à notre bien-être. Les surfaces, elles sont toutes recouvertes par un film, y compris les surfaces améllaires qui sont de l'hydroxyapatite. C'est nécessaire pour l'adhésion des différents micro-organismes. Ceci est permis par la sécrétion de salive et chez l'homme, ce sont 3 paires de glandes majeures, chez le chien 4, chez le chat 5 et bien entendu, chez tous, il y a une production de salive par des glandes accessoires, environ 10%, qui sont réparties de façon ubiquitaire. La quantité de salive, à peu près 1 litre par jour chez l'homme, 15 litres par jour chez le porc, 40 chez le cheval et 200 litres chez les bovins. Chez le petit moustique, dont on entendra parler tout à l'heure, eh bien, ce sont 900 micromètres cubes de salive par jour. Réfléchissons, si on prend tout cela sur une vie, eh bien, ce sont 36 000 litres de salive que nous déglutissons. 36 000 litres de salive, c'est une demi-tonne. C'est la salivation avec la déglutition, eh bien, c'est la fonction que nous exerçons le plus. Actuellement, en moyenne, nous savons que nous déglutissons 2 fois par minute. Mais bien sûr, cette déglutition, ce rythme, eh bien, il est différent suivant les moments de la journée. La nuit, on a très peu de sécrétion salivaire. C'est aussi le type de stimulation, mais c'est également le régime alimentaire et tout particulièrement quelque chose que l'on méconnaît, ce sont les médicaments. Alors là, je vous parle de la salive, celle qu'on va prélever au niveau des canaux salivaires. La salive pratiquement pure. Mais on a entendu parler ces dernières années de salive totale. Et il est vrai que la salive, eh bien, constitue le fluide buccal si on ajoute le liquide du sillon gingivo-dentaire. Et ce fluide du sillon gingival ou gingivo-dentaire, eh bien, c'est un exsudat qui sourd en permanence dans
le sillon gingival, c'est-à-dire entre la dent et la gencive. Cet exsudat, il est pré-inflammatoire, voire inflammatoire. Et c'est ce fluide oral, salive plus cet exsudat, qui tapisse les différentes surfaces buccales. Il s'agit toujours d'une pellicule que je pourrais dire ancrée, qui va faire quelques nanomètres d'épaisseur, avec bien évidemment le film du fluide, qui est un film mobile d'environ 35 micromètres. Regardez ce sillon gingival qui est matérialisé par la sonde entre la gencive et la dent. C'est à peu près 2 mm d'épaisseur et on le voit ici également sur cette représentation où vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a déjà, alors que nous sommes dans le sein, dans une bouche saine, que nous avons déjà les collections de cocci gram-positifs. Ici, une papille, une coupe histologique de papille de chien qui vous montre bien ces tissus. Maintenant, si on passe au niveau pathologique, sur le cliché du haut, vous avez, je dirais, une gencive malade, gingivite, parodontite, je ne sais pas, je n'ai pas la radio. Et par contre, en dessous, vous voyez que ce sillon gingival de 2 mm précédemment, maintenant, il est à 7, 8 mm. On ne parle plus de sillon, on parle de poche. Et on s'imagine bien que les bactéries, dans ce contexte, ne vont plus être des coccigrammes positifs. Bien évidemment, on va avoir essentiellement des grammes négatifs avec une dérive anaérobie. Vous voyez le même cliché papille de chien, mais cette fois-ci, bien sûr, infectée. Alors, si on regarde l'organisation spatiale de ce biofilm, car c'est un biofilm, eh bien, on prend la dent et on regarde ce qui se passe. On va trouver beaucoup d'espèces bactériennes, mais somme toute assez organisées. Vous le voyez bien, on va avoir des capnécytophagas, on va avoir des corinés, on va avoir des pressions, de l'oxygène, les sucres, la salive. Je vous ai expliqué que salive et fluide se mêlaient, et on va avoir vraiment des organisations différentes. Ici, le classique épi de maïs, ici, l'oursin et toutes les autres formes de broches. Regardons les chiffres et les bactéries du fluide oral. Eh bien, dans la cavité buccale, ce sont 10 puissance 10 bactéries. Au total, aujourd'hui, il y a plus de 800 espèces qui ont été identifiées, mais chacune d'entre nous, nous hébergeons entre 150 et 180 espèces. En 2 heures, ce sont 6 milliards de bactéries qui sont renouvelées, et en 4 heures, nous avons à peu près 650 000 bactéries par millimètre carré de dents en 4 heures. 1 milligramme de biofilm dentaire, c'est 10 puissance 9 bactéries. Bien évidemment, sur les surfaces muqueuses, en particulier sur la cellule épithéliale de la face interne de la joue, nous avons beaucoup moins de bactéries puisqu'on les compte à peine entre 0 et 25. Sur la face dorsale de la langue, sur laquelle il y a énormément de cryptes linguales, on va avoir à peu près 100 bactéries par cellule épithéliale. Biofilm, fluide oral, tout ça se mélange avec la salive et au total, dans notre bouche, eh bien, nous avons 15 à 18 bactéries par millilitre de ce fluide oral. Les genres bactériens, eh bien, comme partout, ils sont classés en gram positif, gram négatif, ils sont classés en cocci et bacilles, et bien entendu, ce sont surtout des bacilles que nous hébergeons dans la cavité buccale. Regardons cette diapositive, cette partie de diapo où il y a la distribution des différents phyla dans le corps humain. Eh bien, cette étude
et pour essayer de voir si, eh bien, finalement, les bactéries de la cavité buccale, on les retrouve au niveau de l'intestin. Il y a eu 9 sites de prélevés qui concernent essentiellement la cavité buccale et un site sur les selles. On va s'intéresser essentiellement sur ces 3 derniers, eh bien, pour voir qu'effectivement, il y a une communauté de famille entre la cavité buccale et l'intestin. Par contre, si on regarde plus en détail, eh bien, pour, par exemple, la famille des porphyromonacées, eh bien, 100% se retrouvent à la fois dans la bouche et dans l'intestin. Mais si on regarde au niveau du genre, les porphyromonaces vont se retrouver essentiellement dans la cavité buccale. Les Thanerella vont être répartis sur les 2. Bien évidemment, il y a une clairance de ce fluide oral et sur un cycle de 24 heures, ce sont à peu près 8,10 bactéries qui sont dégluties, qui arrivent donc à l'intestin. Il y a de la perte essentiellement avec l'acidité digestive, mais c'est tout à fait normal qu'on ait des communautés communes. Je vous présente ce diamant pour vous montrer la composition et les fonctions du fluide buccal. Eh bien, on le sait, le fluide buccal, salive, mais même plus fluide du sillon gingival, eh bien, c'est essentiellement de l'eau. Nous avons un petit résidu sec avec une substance inorganique, à peine 2,2 grammes par litre, et des substances organiques représentées par essentiellement des protéines ou des petits peptides, puisque nous avons 3 grammes par litre de protéines dans ce fluide oral. Aujourd'hui, sont caractérisées 2000 protéines ou peptides dans le fluide buccal, alors que dans la salive que j'extrais au niveau de l'ostium salivaire, eh bien, je n'ai que 1000 protéines. Bien évidemment, on ne les compare pas aux 3000 protéines qui existent dans le sérum. Une caractéristique de ces protéines, je ne vais pas vous faire l'inventaire des différentes protéines de la salive, mais sachez que l'une des caractéristiques, c'est tout de même des protéines riches en proline, à savoir 30% de PRP. Regardons les fonctions. Celle qui nous intéresse, c'est bien sûr la fonction salivaire par rapport aux micro-organismes. On connaît la fonction antifongique, antivirale, antibactérienne. Et aujourd'hui, on a à peu près identifié les protéines responsables de ces différentes fonctions. Bien évidemment, nous avons les IgA salivaires, nous avons également les cystatines, les différentes lactoferrines et toute la kyrielle de mucine. Alors, qu'en est-il des résistances ? Bien, au niveau de la cavité buccale, c'est connu, la cavité buccale est un réservoir de bactéries avec une résistance naturelle aux antibiotiques. On mettra un S à antibiotiques et ce sera mieux. Et ça, c'est publié depuis de nombreuses années, une très belle revue de littérature en 2006. Les résistances à l'amoxicilline et au tétracycline sont connues depuis longue date. Mais il ne faut pas oublier que ces résistances aux antibiotiques naturels au niveau de la cavité buccale peuvent être responsables d'infections à distance et en particulier les souches de streptocoques oraux peuvent être résistantes à l'érythromycine, la clinda ou au bêta-lactamine et bien sûr responsables, on le sait, d'endocardites infectieuses qui existent encore. Les résistances acquises, là aussi, ce sont des résistances qui sont d'origine ancienne, probablement environnementale, et bien sûr, cette résistance ancienne précède la pression de sélection de l'utilisation clinique des antibiotiques. Vraisemblablement qu'on a également dans ces résistances acquises un effet promoteur
des faibles concentrations d'antibiotiques qu'on a utilisées au niveau de la cavité buccale, en particulier dans différents pansements, dans différents fluides qu'on a mis dans la poche parodontale que je vous ai montré tout à l'heure, et certainement qu'on a eu un effet promoteur. Par contre, eh bien, il faut savoir, mais je crois qu'on l'a déjà dit ce matin, que cette présence de gènes de résistance aux antibiotiques chez un individu ne reflète pas nécessairement l'usage des antibiotiques. Il n'y a pas de corrélation entre les antécédents d'antibiothérapie et la prévalence de gènes de virulence. Cette diapositive, ce schéma est peut-être difficile à lire en un coup d'œil. Très rapidement, l'idée était d'étudier les différents types de prélèvements qui concernent la bouche et bien sûr la salive et également les selles au niveau de différents pays et de regarder quels sont les gènes de résistance. Eh bien, quels que soient les gènes de résistance recherchés, leur abondance globale ne suit pas une relation linéaire significative avec la prescription d'antibiotiques, et ce, quel que soit le pays, et ce, quel que soit le site de prélèvement, le site corporel. C'était des travaux de Carr et de collaborateurs, et ils montrent bien qu'encore aujourd'hui, nous sommes dans un réservoir extrêmement mal exploré au niveau de la cavité buccale. On sait qu'il existe des différences spécifiques, mais ces résistances aux antimicrobiens restent très, très peu documentées sur des grands échantillons. Ce sont toujours des échantillons de petite taille que l'on trouve dans la littérature. On sait que les gènes de résistance aux antimicrobiens sont nombreux dans la cavité buccale. Cependant, ils sont d'une moindre diversité par rapport à ce qu'on pourrait trouver au niveau de l'intestin. Les pressions écologiques, on en a parlé un peu toute cette journée, eh bien, la communauté microbienne buccale est confrontée à des problèmes de pression écologique. On les dit uniques, évidemment, la cavité buccale est ouverte vers l'extérieur. On a cette pression, la disponibilité nutritionnelle, les bactéries vont être là où elles peuvent s'alimenter. Le pH qui varie beaucoup en fonction du moment de la journée de ce que nous mangeons. Le stress oxydatif, le potentiel redox. Et sachez que malgré ces modifications permanentes, et là il y a plusieurs auteurs à s'accorder sur ce fait, eh bien ces communautés sont relativement stables, même après l'exposition à un antibiotique. Le transfert horizontal des gènes est le plus connu, c'est le mécanisme sans doute le plus important au niveau de la cavité buccale au niveau des biofilms. Cette transmission est à peu près normale quand on voit la vie en biofilm de ces bactéries dont je vous ai fait 2 représentations ici. Les premières ici en microscopie électronique à balayage, microscopie électronique en transmission, où on voit qu'il y a beaucoup de monde et que les bactéries sont très proches les unes des autres. Sur cette diapositive qui représente des cellules épithéliales avec un leucocyte, des bactéries planctoniques où on a moins de risque d'avoir des échanges. Les modes de résistance acquises, eh bien, c'est tous que des classiques, des résistomes ou des mobilomes, et on ne trouve rien de particulier. Nous avons bien évidemment dans notre équipe contribué, comme beaucoup d'autres équipes, à montrer que la cavité buccale est un réservoir important. Nous avons travaillé sur les gènes de résistance aux bêta-lactamines, montré que c'était un lieu privilégié d'échanges génétiques. On a travaillé bien sûr essentiellement sur les commensaux à Gram négatifs anaérobies de la cavité buccale. Et là, je vous ai mis quelques références bibliographiques concernant le genre Capnocytophaga, qui est donc lui un capnophile
et mis un cliché d'un Capnocetophaga gingivalis. Eh bien, comment le milieu buccal contrôle-t-il ces populations microbiennes? On en a parlé précédemment. Il y a beaucoup de protéines, de défensines, il y a des petits peptides antimicrobiens, il y a ces IgA sécrétoires. Mais ça ne marche que si on ne laisse pas se développer le biofilm. Dès que le biofilm atteint une certaine épaisseur, eh bien, ces peptides, que ce soit les peptides, que ce soit les IgA ou autres, ne suffisent plus à avoir un contrôle et un écosystème en équilibre. Alors, il y a eu quelques publications sur l'idée de suivre ce portage de bactéries au niveau de la brosse à dents. Et d'ailleurs, certains auteurs, Bronstein notamment, très récemment, 2020, a pensé utiliser... Bon, il a pensé utiliser... Je dis OK? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Il est parti. Qu'est-ce qui est parti, Zoom? Bon, okay. Donc, les brosses à dents comme finalement modèle d'étude pour voir quelle était la réponse potentielle du microbiote buccal aux conditions d'environnement domestique. Donc, il a étudié des métagénomes et regardé le microbiome, le résistome sur des brosses à dents. Eh bien, sur cette diapositive, certes peut-être un peu complexe, regardez la ligne rouge qui correspond aux brosses à dents et regardons avec quoi elles matchent, avec quelles elles se superposent. Eh bien, on voit bien qu'il y a bien sûr la GMP de la cavité buccale, mais aussi un peu de peau, un peu également d'eau courante, des micro-organismes, des robinets d'eau et des poussières domestiques. Et ces microbiomes, en fait, comprennent un sous-ensemble heureusement dominant de bactéries de la cavité buccale et, bien sûr, de l'environnement. La diversité bactérienne est bien sûr plus faible que le microbiote oral, mais en revanche, le profil des gènes de résistance est plus étendu sur la brosse à dents. La transmission, on en a beaucoup parlé, je vous remets ce dessin. Évidemment, là, je parle, eh bien, j'émets des particules, des petites particules, certes, qui font à peu près 10 micromètres, qui contiennent quelques micro-organismes, mais lorsque j'éternue ou lorsque je tousse, ce sont des particules de 100, plus de 100 micromètres, qui contiennent beaucoup de micro-organismes. Certes, ils ne vont aller que jusqu'à 1,5 m, ils vont tomber sur des surfaces. Attention aux surfaces contaminées, attention à son voisin. Pour boucler et parler un petit peu de l'animal dont j'ai peu parlé, je vous prie de m'excuser, mais il n'y a pas grand-chose. Eh bien, sachez quand même qu'il y a certaines études qui montrent que lorsqu'un chien a une parodontite et qu'on étudie les gènes de sa parodontite, on retrouve les mêmes clones chez son maître qui a une parodontite. La recommandation que je donnerai à l'issue de cela, eh bien évidemment, c'est le port du masque lorsqu'il y a des infections oropharyngées. Et puis aussi le port du masque quand on prend des antibiotiques. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de les partager. Je remercie mes collaborateurs et je vous remercie. Y a-t-il une question ou deux dans la salle? Oui. Là, sur la droite, là-bas dans le fond.
Donc, je suis bien levé, cela vous va bien, formidable. Jean-Marie Bourg, Académie d'agriculture et de médecine par ordre alphabétique. Dans votre remarquable exposé, vous n'avez pas évoqué les nitrates. Or, il me semble, si je ne me trompe pas, que les glandes salivaires concentrent les nitrates que l'on a absorbés, que les bactéries locales les transforment en nitrites, qui ont eux-mêmes un rôle très important dans le contrôle bactérien du tube intestinal et plus particulièrement d'ailleurs de l'estomac. Et qui, au-delà d'ailleurs, ont des vertus très intéressantes sur le plan de la vasodilatation. Et cela a valu à leurs auteurs, à ceux qui ont découvert cet effet, le prix Nobel. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il exactement? Tout à fait, hein, vous avez, mais alors, tout à fait raison. Et bien évidemment, je n'ai pas pu parler de tout, mais effectivement, les nitrates pourraient en eux-mêmes constituer une moitié de conférence. Vous avez totalement raison. Et le fait qu'on sache qu'il y a une protection cardiovasculaire indéniable, c'est vrai, ça a été. Je pense que oui, c'est même pas discutable. Merci pour cette précision. Une autre question? Simplement, et pour une réponse rapide, je voudrais demander à Martine s'il existe une hygiène de la brosse à dents. Alors, oui, mais je pense que vous le faites tous et spontanément, les trois choses. La première, lorsqu'on a fini de se brosser, d'abord, on se brosse les dents. 2, à la suite, on rince sa brosse à dents. On rince sa brosse à dents et ce n'est pas un petit passage sous le robinet, on rince sa brosse à dents et si possible, on la sèche avec un tissu propre. Et bien évidemment, on ne la met pas n'importe où dans la salle de bain. Ça, c'est parce qu'on se brosse les dents, parce qu'on a une bouche saine, on n'a pas de saignement, il n'y a pas de gingivite, il n'y a pas de parodontite. Et on est en bonne santé. S'il y a des personnes fragiles, immunodéprimées, c'est ce que je fais au niveau du service d'oncopède à Rennes, eh bien, les brosses à dents. Alors, troisième chose, j'ai oublié de vous le dire. On change tous les 2-3 mois sa brosse à dents. Pardon ? Ah oui, on change tous les 2 ou 3 mois sa brosse à dents. Les brosses à dents, plus elles deviennent usées, plus elles ont des porosités, plus elles contiennent des bactéries. Ça va de soi. Dans des services d'immunodéprimés, la brosse à dents est maintenue dans, bien sûr, rinçage, etc., est maintenue dans un flacon d'antiseptique. Et avant de la mettre dans la cavité buccale, car on ne va pas mettre de l'antiseptique dans la cavité buccale, on rince fortement la brosse à dents. Et là, la brosse à dents est changée tous les 15 jours. Dans les secteurs de greffe, nous stérilisons les brosses à dents avant usage. Même chose, contenu dans un antiseptique, ça c'est une chose, et ensuite, bien évidemment, changer toutes les semaines. Voilà ce que je peux te répondre, Michel. Et je me souviens d'un chiffre à un moment où on disait qu'il faudrait à peu près 5 brosses à dents par personne par an, et en fait, on en vendait une pour 5 personnes par an. Oui, c'est vrai. Nous n'y sommes pas. Alors, il y a une question qui nous vient du chat, c'est qu'est-ce que le résistome ? Le résistome, eh bien, c'est toutes les... décidément. Ce sont vraiment toutes les, comment dirais-je, tous les gènes de résistance des bactéries aux antibiotiques. C'est la somme de tous ces gènes de résistance qui constituent le résistome. Vous le savez tous, on est dans l'ère de l'home, avec le mobilome qui constitue les particules mobiles. Philippe Sansonetti, oui, une question. Excusez-moi, juste une question rapide, parce qu'on parle de brosse à dents, mais pas de dentifrice. Qu'est-ce qu'il en est de la législation par rapport aux antiseptiques dans les dentifrices? Parce que on sait que les antiseptiques mettent une pression sélective pour la résistance sur les pompes à effluves, par exemple, mais d'autres systèmes. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement, en tout cas dans l'Union européenne? Dans l'Union européenne, d'ici 2024, il sera strictement interdit d'utiliser des antiseptiques. Déjà, il y a beaucoup de substances qui sont interdites,
Mais là, ce sera plus du tout d'antiseptique, sauf dans le dentifrice médicament, bien évidemment. Oui, une question devant, oui. Buisson. Vous avez abordé rapidement la salive de l'animal. Nous, médecins, on s'intéresse beaucoup à la question quand il y a des morsures. Bien sûr. Hein. Alors, est-ce que, compte tenu de ce que vous savez du résistome, de la salive des animaux domestiques au moins, est-ce qu'on peut en tirer des recommandations pour l'antibiothérapie de première ligne lorsqu'on a une morsure sévère nécessitant une couverture antibiotique? Là, je suis Une couverture, un traitement antibiotique. incapable de vous répondre. J'ai trouvé très peu de choses sur le résistome salivaire chez l'animal. Ce qu'on trouve chez l'animal, ce sont surtout des choses dont on va parler tout à l'heure. Ce sont les tiques, les morsures, effectivement, de type. Mais vraiment, par exemple, chez le chien, là, il y a un travail à faire colossal. Enfin, je n'ai pas vu. Il existe peut-être, j'ai mal cherché. Ça, c'est très possible. Mais très sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolée. Peut-être qu'il y a un vétérinaire qui sait. Il y a plein de vétérinaires. Une autre question, je crois, non, dans le fond de la salle? Non, on m'a dénoncé Jean-Marie Bourg, c'est ça? Il ne veut plus. Bien. Ah. Puisque nous sommes interpellés dans ce coin de la salle, juste en complément de la question précédente, que pensez-vous des bains de bouche à base d'antiseptiques qui sont strictement contre-indiqués bien souvent, dans la mesure où précisément ils vont détruire nombre de bactéries utiles, dont celles qui produisent des nitrites dont je parlais tout à l'heure. Alors qu'en est-il de la réglementation ? Alors, sur la réglementation, on n'avance pas bien, on n'avance pas vite, mais c'est surtout les professionnels. Nous ne prescrivons pratiquement plus de bains de bouche, exclusivement après une chirurgie difficile, qu'on va prescrire un bain de bouche de 3 à 5 jours. Et vous avez raison, cette utilisation de bains de bouche devient mais complètement folle, puisqu'il y a une augmentation, ça c'est assez dingue aussi, on a une augmentation de vente de flacons de solutions de type bain de bouche, en particulier contenant de la chlorhexidine, alors qu'on n'a pas d'augmentation du nombre de brosses à dents. Et l'adolescent et le jeune adulte ne se brossent pas les dents, mais se font des gargarismes au bain de bouche. Et il n'y a pas beaucoup d'avance sur ce sujet par rapport aux antiseptiques. Il y a actuellement des normes au niveau de l'ISO, à laquelle on participe d'ailleurs, mais ça avance très lentement. Vitesse sénatoriale. C'est plus rapide de se faire un bain de bouche que de se brosser les dents pendant 3 minutes par chaque quartier en plus. Une question ? Marie-Yacine Belleville, Académie de pharmacie. J'arrive. Oups, excusez-moi. Oui, non, c'est simplement un commentaire. C'est que, bon, moi je découvre un peu là. Et je pense que pas mal de professionnels de l'officine de pharmacie seraient ravis d'avoir un communiqué ou un texte de l'Académie de la chirurgie dentaire, oui, sur cet aspect, parce que c'est vraiment, c'est peut-être, ça me semble essentiel pour la santé de nos populations, comme on dit. Voilà, c'est tout. Vous avez raison. Alors on fait des formations sur les produits d'hygiène, d'usage bucco-dentaire. On fait des formations aux pharmaciens, mais ça reste dans des petites choses très régionales. En fait. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à apprendre pour protéger notre microbiote buccal et tout cet écosystème. Bien, merci. Avec les beaux jours, là... Oui, pardon.